voudrais d'abord saluer les anciens présidents de cette belle institution qu'est le Forum. Je voudrais saluer M. Lucas, j'ai entendu à plusieurs reprises votre nom cité. Saluer bien entendu le président de l'association des maires, je pense qu'il va m'écouter, je le sens, avec une attention toute particulière. Saluer les amis parlementaires, les élus, puis vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Nous fêtons aujourd'hui un anniversaire 30 ans. Vous allez me permettre simplement de revenir sur mon histoire. Elle va être très courte, mais pour que vous compreniez pourquoi je suis à cette place. Il y a un peu plus de 30 ans, j'appartenais au monde de l'éducation nationale. Je voyais 82 venir et je me disais, je ne peux pas passer à côté d'une véritable révolution. Et donc j'ai été transfuge. Et j'ai été transfuge pour aller du ministère de l'Éducation nationale au ministère de l'Intérieur, où m'a accueilli le grand, le très grand Éric Julie, qui a été mon patron en 1984, qui m'a accueilli, et j'allais dire qui m'a fait comprendre ce qu'était la décentralisation, ce qu'elle pouvait apporter, à un moment où nous avions les plus grands élus qui réfléchissaient. Je ne peux pas manquer, comme l'a fait Alain Richard il y a quelques minutes, de dire avec émotion, de citer avec émotion le nom, bien entendu, de Pierre Mauroy. Et j'ai encore à l'oreille certains de ses discours, le dernier au Sénat, mais quelque temps auparavant aussi, lorsque l'on avait fêté les 20 ans de la décentralisation à Lille, et où il expliquait que décentraliser avait été à ce moment-là une véritable révolution, qu'il fallait la faire vite pour que l'État, de son côté, comprenne qu'il fallait passer le pouvoir et qu'il fallait le laisser aux collectivités territoriales. Ce qui a été fait en 1982 avait effectivement cet effet extraordinaire. J'étais à l'époque fonctionnaire de l'État, et j'ai bien vu toutes les réticences, notamment du corps préfectoral, qui se sentait complètement amputé de son pouvoir, amputé de ses voitures, amputé des bouquets de fleurs que l'on prenait sur les finances des collectivités territoriales, etc., etc. 30 ans sont passés. 30 ans sont passés, et pourquoi sommes-nous aujourd'hui sur une nouvelle étape? J'enlève le mot acte 3. Il n'y a pas d'acte 3 de la décentralisation. Il n'y en aura pas. Nous sommes vraiment avec beaucoup de détermination dans le prolongement d'une décentralisation qui s'est mise en marche il y a 30 ans, avec tout ce qu'elle a su apporter à des collectivités locales qui aujourd'hui sont des collectivités locales qui ont montré leur maturité, leur capacité à être responsables, leur capacité à être libres et à utiliser cette liberté au bénéfice du citoyen. Et mon credo, si j'ai un credo, et je vais essayer de vous montrer que je ne suis pas du tout défaitiste après le texte qui vient d'être examiné à l'Assemblée nationale, mon credo, il est d'abord l'homme. L'homme qui est au sein et au cœur de toute notre démarche. Il ne peut pas y avoir de démarche de décentralisation, il ne peut pas y avoir de démarche de l'action publique qui ne soit pas une démarche faite au service, au bénéfice de l'homme. Alors ce n'est pas pour autant que nous allons oublier les élus et l'intérêt pour les élus de mettre en place un système et un dispositif qui convient à l'organisation. Mais avant tout, et vraiment je le dis avec une conviction totale, ce que nous avons cherché, ce que nous cherchons, c'est non pas de faire une rupture avec un système déjà existant, mais c'est dans le prolongement d'une décentralisation qui a montré tous les bénéfices qui sont les siens, d'améliorer, d'aller un peu plus loin et de le faire par rapport et au seul bénéfice du citoyen, de l'homme en tant que tel. Alors, qu'avons-nous choisi de faire? Oh, c'est très simple. J'allais dire quelques mots clés. Les mots-clés, c'était ceux d'abord du président de la République, qui nous a dit, mais qu'est-ce que le peuple attend? Qu'est-ce que le citoyen attend? Que l'on simplifie, que l'on clarifie, que l'on apporte de la cohérence, que l'on apporte, que l'on maîtrise les dépenses. Des mots simples, mais qui correspondent vraiment au bon sens, à ce que nous devons apporter.
Et puis, ce que le texte a voulu apporter encore, c'est de dire nous allons le faire sur la base de principes qui sont nos principes forts, nos principes républicains, celui de l'unité de la République, premier principe, celui de la diversité de nos territoires, parce que mon Aveyron, mes amis de l'Aveyron, ne vit pas comme, allez, on va dire comme l'Île-de-France ou comme la Provence. Et le troisième principe, au-delà du principe d'unité, du principe de diversité, c'est le principe de subsidiarité. On laisse faire celui qui sait faire là où il sait faire au bon moment, parce que là, il peut rendre le vrai service aux citoyens. C'est pas compliqué. À ces principes que je viens de dire, à ces objectifs, eh bien, sont venues s'imposer les priorités du contexte actuel. Les priorités du contexte actuel, quelles sont-elles? Le président de la République les répète, nous les assène, et nous devons y croire, c'est redresser la France, c'est faire en sorte que l'emploi soit là, bien vivant, bien tenu, dynamique, que la croissance soit là sur notre territoire. C'est tout simple. Notre texte, mes amis, il répond à ces objectifs, à ces principes, à ces orientations. C'est tout simple. Alors, on nous a dit, texte bavard, zéro pointé, qu'à cela ne tienne, il ne sert à rien, il est trop lourd. Tout le monde l'a dit. Sauf que chacun a voulu, dans le texte que nous avons essayé de produire, apporter sa touche personnelle. Et là, je le dis avec un peu de force et peut-être un peu de critique, on a oublié l'homme au milieu du dispositif. On a oublié le citoyen dont je parlais en premier lieu. Alors, le texte qui a été soumis au Sénat, qui a d'abord été soumis au Conseil des ministres le 10 mai dernier, a été examiné par le Sénat la semaine dernière, et nous l'avons examiné dans une forme qui n'était pas la forme première. Il se trouve que le gouvernement considérait que les collectivités locales étaient un tout et qu'on ne pouvait pas dissocier la métropole, la grande ville, le milieu rural de la commune. C'est un tout. C'est un tout qui doit vivre ensemble, qui doit vivre de façon véritablement homogène, unie, même si chacun a sa spécificité. C'était notre objectif. Seulement, pour des raisons que chacun peut comprendre, et de temps, et de disponibilité, et de lourdeur du texte, on nous a demandé, le Parlement nous a demandé de distinguer trois parties dans notre texte, trois volets, qui seront trois phases simplement, et jamais trois actes différents. Un seul et même texte, une seule et même volonté, qui correspond exactement, encore une fois, aux orientations, aux principes et au contexte qui est le nôtre. Et à travers ce texte-là, donc il a bien fallu choisir un premier texte. Un premier texte qui a annoncé les principes essentiels. Alors, on va me dire, j'ai entendu parler autour de moi de métropole. Non, pas du tout. Le texte ne commence pas du tout par les métropoles. Le texte commence par rappeler les principes selon lesquels nos collectivités territoriales doivent vivre ensemble, doivent ensemble vivre cette solidarité. Ça passe par quoi? Eh bien, ça passe simplement par un constat tout simple, celui de la réalité du terrain. C'est que, bien entendu, les collectivités ont, et c'est le respect de la loi de 82, des compétences qui leur sont spécifiques. Allez, je n'y reviens pas. On le sait, les lycées aux régions, les départements, les collèges, etc. Oui, mais il y a un moment où il y a des compétences qui peuvent être partagées, qui sont partagées. Et on n'imagine pas une seconde, par exemple, que l'économique, la vie de l'entreprise, ne soit l'apanage que de la région, que de la métropole, ou que de la commune ou de l'intercommunalité. Il y a un moment où ce partage doit être aussi opéré. Alors, sur la base de ce principe, oui, nous sommes revenus sur le principe de la clause de compétence générale qui aurait dû mourir à la fin, au début de l'année 2015. Nous l'avons réinstauré. Mais la contrepartie du retour de la clause générale de compétence,
c'est justement de mettre en place des règles qui permettent de simplifier, de clarifier et d'apporter de la cohérence. Clarification, simplification, cohérence, notre texte reprend donc la clause générale des compétences, prévoit que pour chaque niveau de collectivité, il y a des compétences plus spécifiques, mais surtout que les collectivités vont être contraintes de se retrouver à l'occasion de conférences territoriales qui vont avoir lieu au niveau régional et au cours desquelles elles vont se mettre d'accord, débattre des conditions dans lesquelles ces compétences vont être mises en œuvre. C'est ça, j'allais dire, ce qui est le plus novateur dans notre texte, c'est ça qui est l'ambition qui est la nôtre, parce qu'elle fait confiance aux élus. Elle fait confiance aux élus en disant oui, vous êtes en mesure de vous entendre avec discernement, avec pour seul objectif, encore une fois, l'intérêt du citoyen et de décider comment vous allez organiser ce fonctionnement entre collectivités territoriales. C'était ça, nos conférences territoriales de l'action publique, qui vont se traduire comment? Tout simplement par des voies de convention entre les collectivités, pour savoir exactement comment elles vont organiser leurs compétences, comment elles vont les financer et à quel niveau on va les trouver. Je n'irai pas plus loin dans le détail parce que je crois que c'est ce principe-là qu'il était important de mettre en œuvre en premier lieu. Au-delà de ce principe essentiel, et donc je dis bien qu'il va gouverner tout ce qui va se passer pour l'ensemble des collectivités territoriales. Ensuite, eh bien, nous avons pris tout simplement un niveau de collectivité, niveau après niveau. Le premier niveau que nous avons travaillé, qui est dans le premier texte, c'est celui des métropoles. Alors vous me direz, on aurait pu commencer par le bloc intercommunal. Oui, sauf que le bloc intercommunal, la loi du 16 décembre 2010 venait d'en affiner un peu la structure et le schéma. On aurait pu parler des départements, oui, des départements et des régions, il y a quand même des rapprochements qui sont à faire. La métropole est un phénomène nouveau, fait urbain nouveau, qui correspond à l'objectif du gouvernement, au contexte qui est le nôtre, qui est encore une fois de mettre en œuvre la dynamique économique, l'emploi, la croissance, et nous savons tous aujourd'hui pertinemment que une grande métropole, 5-6, comme disait il y a un moment le ministre M. Perbel, ces 5-6 métropoles sont des vrais lieux d'éclosion du dynamisme économique. Alors oui, nous avons proposé effectivement de les faire vivre au travers de Paris, Lyon, Marseille, trois métropoles que nous connaissons bien, avec leurs propres spécificités. Un mot peut-être sur la métropole de Lyon, qui est quelque peu différente de ce que nous connaissons. C'est un système, c'est un procédé qui est aujourd'hui partagé. Nous avons eu deux grands élus, le maire de Lyon, le président du Conseil général du Rhône, qui ont accepté de travailler ensemble avec, encore une fois, pour intérêt le citoyen, et pour faire en sorte que, dans un souci de maîtrise des dépenses, de clarification, départements et communes et communautés urbaines de Lyon puissent se retrouver en une seule et même métropole qui aura la possibilité justement d'exercer les compétences à la fois de l'économie, mais aussi du social. C'était l'un des points que vous avez évoqués. Je le dis quand même tout net, la métropole lyonnaise n'est pas un modèle. Elle est aujourd'hui une façon qui a été ouverte, qui correspond à une spécificité, qui correspond à un dialogue qui a été nourri depuis 4 ans, 5 ans. Ça ne veut pas pour autant dire que ce soit l'exemple qu'il faille suivre partout sur le territoire. Pourquoi d'ailleurs? Parce que nous l'avons dit, l'un des principes que je vous disais tout à l'heure, principe de diversité. Nous reconnaissons la diversité et cette diversité peut donc passer par des modalités d'organisation différentes. La métropole marseillaise, Marseille, Aix-en-Provence,
est une métropole d'un type un peu particulier qui correspond à une volonté politique forte, c'est vrai, que nous avons boostée en faisant en sorte que les 6 intercommunalités de ce sud de la France se trouvent réunies dans cette métropole pour des questions d'équilibre, équilibre financier, mais équilibre social, équilibre environnemental, équilibre économique. Paris, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, Paris, nous n'avons pas abouti au projet de métropole que nous avions proposé, mais qu'à cela ne tienne, je crois que l'ensemble des élus, qu'ils soient élus de la majorité ou élus aujourd'hui de l'opposition, reconnaissent qu'il y a une solution à trouver. Que cette solution, il faudra peut-être l'imposer, comme là on l'a imposé à Marseille, mais en tout cas, on ne peut pas continuer aujourd'hui dans cette grande zone urbaine métropolitaine de Lyon, de Paris, on ne peut pas continuer à avoir des problématiques lourdes qui sont celles du logement, qui sont celles du transport, sans qu'on y apporte la cohérence. Voilà, j'allais dire, le projet que nous avons défini au niveau du Sénat cette semaine, je vous l'ai présenté de façon presque complète, sauf à ajouter que, conscient de la nécessité de faire en sorte que l'intégrité du territoire soit respectée partout et en tout lieu, et que justement il n'y a pas de clivage entre le monde urbain et le monde rural, eh bien nous avons accepté, le gouvernement a accepté un amendement important auquel il a donné un accord immédiat pour que soient créées sur ces zones interstitielles entre les grandes métropoles des pôles d'équilibre et de développement. Pôles d'équilibre et de développement qui seront le moyen, là aussi sur l'ensemble du territoire, de faire vivre le dynamisme économique qui est le nôtre. Alors, vous m'aurez dit, vous n'avez absolument pas évoqué les problèmes financiers. Certes, ils n'ont pas été évoqués, je ne l'ai pas fait, dans la mesure... Merci. Dans la mesure où, vous le verrez, les problèmes de finances vont se retrouver dans la loi de finances, essentiellement. Dans la loi de finances 2014, dans la loi de finances 2015. Mais, d'ores et déjà, nous nous sommes engagés, le Premier ministre s'est engagé, dans le cadre d'un pacte de gouvernance et de responsabilité, à ce que soient travaillés tous les sujets d'ordre financier pour nos collectivités territoriales, avec, j'allais dire, pour objectif premier, de faire en sorte que les ressources des collectivités soient des ressources pérennes, stables et suffisantes, disait le président de la République, et repris dans ce pacte de gouvernance et de responsabilité, s'agissant en particulier des départements qui, vous savez, ont vu augmenter de façon considérable les dépenses sociales au détriment des autres des recettes. Mais premier objectif, des recettes stables. Deuxième objectif, améliorer dans tous les cas la péréquation verticale entre nos différentes collectivités et horizontale au niveau des différentes collectivités. C'est un exercice périlleux, c'est un exercice difficile dans la mesure où nous le savons tous, chaque fois qu'il s'agit de recevoir, tout le monde est d'accord, chaque fois qu'il s'agit de donner, on a des difficultés majeures. Mais nous y travaillons. Au sein du comité des finances locales, nous avons mis en place plusieurs groupes de travail et je compte bien sur la bonne volonté, la clairvoyance et la générosité, la solidarité de nos collectivités pour y parvenir. Alors, au-delà de cette présentation rapide, je voudrais juste insister, parce que je crois que le gouvernement est très, très vigilant, sur la nécessité pour les collectivités locales de continuer à être ces investisseurs premiers, à être ces investisseurs premiers au bénéfice de l'entreprise et du monde de l'entreprise. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président Pélissard, le gouvernement a accepté et a mis en place et va mettre en place cette agence publique de financement des collectivités locales.
c'est un point essentiel. Les élus l'ont souhaité, nous y sommes parvenus. Maintenant, il nous reste à le mettre en place. Mais les collectivités locales ont bénéficié aussi de la Banque publique d'investissement, qui est aussi un autre dispositif qui va servir nos petites entreprises, nos moyennes entreprises, avec la mise en œuvre véritablement d'un dispositif au niveau régional qui permet de répondre aux spécificités locales. Et je crois que de la sorte, et avec les efforts que nous allons faire les uns et les autres, parce que au nom de notre liberté, mais aussi au nom de notre responsabilité, nous en avons pleine conscience, nous essayons de réduire le poids des normes, de ces normes insupportables. Le président de la République s'y est engagé. Tout un travail est fait pour que, au niveau local, ce poids soit moins lourd. Alors oui, comme vous, je crois beaucoup à l'intelligence collective, je crois beaucoup à la volonté des uns et des autres d'entrer dans cette démarche, une démarche que nous prolongerons dans le deuxième et dans le troisième texte, dès l'automne pour le deuxième texte, après les élections, je pense, de mars pour le troisième texte, pour faire en sorte que régions et départements d'une part, et ensuite bloc intercommunal d'autre part, trouvent entre eux les moyens de cette solidarité, de cette intelligence qui permet partout sur le territoire à chacun de vivre dans l'harmonie. Merci.